sont bien sûr les tréteaux de la nuit. Patrice Galbaud vous présente ce soir un texte de Georges Langelane, La Mouche. Avec Jacques François, Dominique Lacarrière, Patrick Légibel, Pierre Michael, réalisation Jacques Taroni. Même le jour, au bureau. Mais la nuit, elle provoque en moi une espèce de panique que je dois maîtriser avant de décrocher. Allô, Arthur? Oui? C'est moi, Anne. Ah, excusez-moi, je dormais. Quelle heure est-il? 2h30. 2h30? Qu'est-ce qui se passe? J'ai tué Bob. Écoutez, je vous en prie, Anne, si vous avez trop bu, allez vous coucher. Tâchez de dormir et laissez-moi en faire autant. Arthur, je n'ai pas bu, je ne suis pas folle. Je vous supplie de m'écouter. J'ai tué Bob. C'est ça, vous avez tué Bob. Et avec quoi, ma chère? Avec le marteau pilon. Le quoi? Le marteau pilon de l'usine. Anne, j'ai pour vous l'estime la plus grande et la plus profonde affection. Mais si vous m'avez réveillé uniquement pour me confier que vous avez tué mon frère à coups de marteau pilon, je me vois obligé de vous prévenir que dans 10 minutes, je serai chez vous en compagnie d'un psychiatre. Je vous répète que je ne suis pas folle, Arthur. Je ne peux pas vous expliquer tout ça au téléphone. Prévenez la police. Mais enfin, Faites ce que je vous demande. Je vous en prie. je ferais peut-être mieux de passer vous voir avant. Non. Il faut d'abord prévenir les policiers. Autrement, ils vont se faire des idées et vous poser des tas de questions. Ils auront déjà assez de mal à croire que j'ai fait cela toute seule. Seul? Vous leur direz que le corps de Bob se trouve à l'usine. Ils voudront peut-être y aller avant de venir me chercher. À l'usine? Je vous l'ai déjà dit, sous le marteau pilon. Enfin, Anne, qu'est-ce que vous racontez? Ne me demandez plus rien. J'ai peur, Arthur. Vous comprenez? J'ai peur. Anne! 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 Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bob. Elle a tué Bob. Anne a tué Bob? C'est pas possible. C'est pas possible. Allô? Allô, le commissariat? Oui, monsieur. Je vous appelle parce que ma belle-sœur, Lady Browning, prétend avoir tué mon frère, Sir Robert Browning. Pardon? Ma belle-sœur prétend avoir tué mon frère. De quelle façon? Sous un marteau pilon. Un quoi? Un marteau pilon. Excusez-moi, monsieur, je vous entends mal. Un marteau comment? Pilon. Un marteau pilon. P comme police. Ah, oui. Votre nom, monsieur? Arthur Browning. Votre adresse? 227 Harley Street. Merci, monsieur Browning. Nous serons chez vous dans quelques instants. Pourquoi faire? Pour le constat. Mais il n'y a rien à constater chez moi. Je n'ai pas de marteau pilon dans ma cuisine. Bien entendu, monsieur Browning. Où a eu lieu le crime? À mon usine, Square Barnley. Parfait. Nous y serons dans 10 minutes. Veuillez nous y retrouver. Monsieur Arthur Browning? Oui. Inspecteur Twinker. Monsieur Browning, vous êtes le frère de la victime? Je suis le frère de Sir Robert Browning que sa femme prétend avoir tué. Mais rien ne le prouve jusqu'à présent. Je crains que si, monsieur. Vous avez trouvé le corps de Bob? Nous avons trouvé un corps. Quant à savoir s'il s'agit de votre frère, nous comptons sur vous pour nous le dire. Soit. Je vous accompagne.
Cette usine vous appartient, Monsieur Browning? Oui, inspecteur. Sir Robert Browning travaille-t-il avec vous? Non, mon frère fait des recherches pour le compte du ministère de l'Air. Avant de vous mettre en présence du cadavre, je tiens à vous prévenir... C'est affreux, n'est-ce pas? Pas encore, non. Comment cela? Nous n'avons pas soulevé le marteau-pilon. Pour l'instant, votre frère, si c'est bien lui, semble dormir à plat ventre. Seule sa tête et son bras droit ne sont pas visibles. On dirait qu'ils sont enfoncés dans la masse métallique du marteau. Il semble impossible qu'ils puissent être écrasés et aplatis dessous, et pourtant, ils le sont. Entrez, je vous prie. Pensez-vous que ce soit là le corps de votre frère, Monsieur Browning? Sans aucun doute. Je reconnais parfaitement ce costume et sa main. Comment peut-on relever le marteau-pilon? Je vais le faire manœuvrer. Voulez-vous que nous allions chercher l'un de vos ouvriers? Non, non, ça ira. Tenez, le tableau de commande est ici. Regardez, inspecteur, le marteau a été réglé à la puissance de 50 tonnes. Et sa chute à 0. À 0? Oui, à ras du sol, si vous préférez. Ah. Je ne sais pas ce que vous dira Lady Anne, mais je suis certain qu'elle n'aurait pas su ainsi régler la chute du marteau. Il l'était peut-être déjà hier soir. Certainement pas. On ne règle jamais la chute à 0. Peut-on le lever doucement? Non. On ne peut régler la vitesse de remontée. Bon, voulez-vous me montrer ce qu'il faut faire? Ce ne sera pas beau à voir quand le marteau va se soulever. Encore une fois, je vous préviens, Monsieur Browning, si vous le voulez, vous pouvez le retirer. Non, inspecteur. Bien, photographe, vous êtes prêt? Oui, inspecteur. Quand vous voudrez, Monsieur Browning. Le procès fut très court. Anne s'accusa du meurtre de son mari. Elle refusa cependant de dire pourquoi elle avait tué Bob et comment il était venu se placer de lui-même sous le marteau-pilon. Déclarée coupable, mais irresponsable, elle fut enfermée dans un asile. Son fils, Harry, âgé de 11 ans, fut confié à ma charge. Il y a 7 mois de cela. Je vais la voir tous les samedis. Elle est indifférente à tout. Son passe-temps favori semble être d'attraper des mouches qu'elle examine soigneusement avant de les relâcher. Elle est calme. Parfaitement calme. Sauf cet après-midi où elle a eu une véritable crise de nerfs en voyant une infirmière tuer une mouche. C'est l'inspecteur Twinkle qui est venu me raconter l'incident. Je suis persuadé que nous tenons la clé du mystère. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous vous obstinez à avoir du mystère dans cette triste aventure. Anne est folle, voilà tout. Malgré tout ce que disent les médecins, j'ai l'impression très nette que Lady Anne est parfaitement lucide. Même quand elle voit une mouche. Pensez-vous. Les mouches sont une fixation de sa folie. Vous croyez vraiment qu'elle est folle? Sans aucun doute. Dans ce cas, comment expliquez-vous son attitude envers son fils? Elle ne semble même pas le reconnaître. Moi, je vous dis qu'elle le reconnaît parfaitement. Avez-vous remarqué qu'elle n'attrape jamais de mouche en sa présence? En effet. Et alors? Alors? Je ne sais pas. Nous ne connaîtrons la vérité que si Lady Browning veut bien guérir un jour. Les médecins n'ont en tout cas aucun espoir. Je sais. Est-ce que votre frère a jamais fait des expériences sur des mouches? Des mouches? Je ne crois pas. Avez-vous posé cette question aux experts du ministère de l'Air? Oui, ils m'ont ri au nez. Je comprends ça. Vous avez bien de la chance, Monsieur Browning. Moi, je ne comprends rien, mais j'espère bien comprendre un jour.
Dis-moi, oncle Arthur, ça vit longtemps les mouches? Je ne sais pas, Harry, pourquoi me poser cette question? Parce que j'ai revu la mouche que cherchait maman. Ta maman cherchait une mouche? Oui, elle a grossi, mais je l'ai bien reconnue. Où as-tu revu cette mouche et qu'a-t-elle de particulier? Sur ton bureau, oncle Arthur. Elle a la tête blanche au lieu de noire et une drôle de patte. Et quand as-tu vu cette mouche pour la première fois, Harry? Le jour où papa est parti. Elle était dans sa chambre et je l'ai attrapée. Mais maman est arrivée et me l'a fait lâcher. Puis, après, elle a voulu que je la retrouve. Je crois qu'elle avait changé d'avis et qu'elle voulait la voir. Je pense qu'elle doit être morte depuis longtemps. Oublie tout ça, mon petit. Va vite jouer. Une mouche à tête blanche au lieu de noire, avec une drôle de patte. Arthur, je voudrais vous demander quelque chose. Je vous écoute, hein? Savez-vous si les mouches vivent longtemps? Je ne sais pas, Anne. Mais la mouche que vous cherchez était ce matin dans mon bureau. Ah non, non, non! Arthur, vous l'avez tué? Non, Mais vous l'avez. Vous l'avez sur vous. non, Donnez-la moi. non, Anne, je ne l'ai pas. Mais vous savez deviné. Non, Anne, je ne sais rien. Sinon, vous n'êtes pas folle. Mais je vais savoir d'une manière ou d'une autre. Ou bien vous allez tout me dire et je jugerai de la suite qu'il faut donner à tout cela. Ou bien je vous jure que l'inspecteur Twinker aura cette mouche d'ici 24 heures. Non. Si je vous dis tout, jurez-vous de détruire cette mouche avant de faire quoi que ce soit? Non, Anne. Je ne peux rien vous promettre avant de tout savoir. Arthur, je vais vous remettre le récit de la mort de mon pauvre Bob. Vous l'avez écrit? Oui, je l'avais préparé. Pas pour vous, mais pour votre damné inspecteur. J'avais prévu que tôt ou tard, il arriverait près de la vérité. Tâchez d'être seul et de ne pas être dérangé pour lire tout cela. Entendu, Anne. Je vais le lire en rentrant et je reviendrai vous voir demain. Oui, si vous voulez, demain. À qui de droit? Probablement à l'inspecteur Twinker. Ceci n'est pas une confession, car quoiqu'ayant tué mon mari, ce dont je ne me suis jamais caché, je ne suis pas une criminelle. J'ai simplement exécuté fidèlement ses dernières volontés en lui écrasant la tête et l'avant-bras droit sous le marteau-pilon de l'usine de son frère. Depuis un certain temps, avant sa disparition, mon mari m'avait mis au courant de certaines de ses expériences. Il savait pertinemment que le ministère les lui aurait interdites comme trop dangereuses, mais il tenait à obtenir des résultats positifs avant même de le mettre au courant. Alors que l'on avait réussi jusqu'à ce jour à transmettre dans l'espace que le son et les images, grâce à la radio et à la télévision, Bob affirmait avoir trouvé le moyen de transmettre la matière même. La matière, c'est-à-dire un corps solidement placé dans un appareil émetteur, se désintégrait subitement et se réintégrait instantanément dans un autre appareil récepteur. Mon mari eut quelques accros au début. Son poste récepteur n'était séparé de son poste émetteur que par un mur. Sa première expérience réussie fut faite avec un simple cendrier, un souvenir que nous avions rapporté d'un voyage en Italie. Bob ne m'avait pas alors mis au courant de ses expériences et je ne compris pas tout d'abord ce qu'il voulait dire quand il m'apporta triomphalement le petit cendrier. Anne, regarde. Ce cendrier a été totalement désintégré pendant un 10 millionième de seconde. À un moment, il n'existait plus.
Parti. Plus rien, absolument plus rien. Seulement des atomes, voyageant à la vitesse de la lumière entre deux appareils. Eh bien, j'espère que tu ne m'expédieras jamais ainsi. J'aurais trop peur de ressortir à l'autre bout comme ce cendrier. Qu'est-ce que tu veux dire, Anne? Tu te souviens de ce qui était écrit sous ce cendrier? Ah oui, bien sûr. Il y avait les mots Made in Italy, qui y sont certainement. Oui, j'y sens en effet. Mais regarde, Bob. Oh. C'est inouï. Ilati, ni edam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les lettres sont inversées, tout simplement. Incroyable. Ilati, ni edam. Ilati, ni edam. Ilati, ni edam. Après une série de nouvelles expériences et de longues heures de veille, Bob m'annonça un beau jour que son appareil fonctionnait enfin parfaitement. Je fis préparer un plateau avec du champagne et 2 coupes afin de fêter sa réussite, car je savais que s'il m'invitait à venir voir son invention, c'est qu'elle était véritablement au point. Quelle bonne idée, Anne. Nous allons fêter ça avec du champagne réintégré. J'espère qu'il ressortira aussi bon qu'avant sa désintégration, Bob. Ne crains rien, tu vas voir. Tiens, ouvre cette porte. Veux-tu, ma chérie? On dirait une vieille cabine téléphonique. Eh oui, c'en est une. Je l'ai fait transformer par les ouvriers d'Arthur. C'est mon appareil de désintégration transmission. Pose le plateau sur l'escabeau. Parfait. Referme la porte maintenant. Et mets ces lunettes noires. Voilà. T'es prête? Oui. Alors, regarde bien. Tu peux enlever tes lunettes. C'est terminé, Anne. Ouvre la porte. Bob, la cabine est vide. J'espère bien. Incroyable. Même l'escabeau a disparu. C'est de la magie. Passons dans la pièce à côté, chère madame. Voici une autre cabine téléphonique, comme tu peux voir. Ouvre la porte. Et maintenant, à ta santé, ma chérie. Tu es sûr qu'il n'est pas dangereux à boire? Oh, certain. Et maintenant, nous allons tenter une autre expérience. Veux-tu y assister? Bien sûr. À la fin du mois, Bob mit Pickles, notre chien, dans la cabine. Il ne m'avait pas prévenu, car je n'aurais jamais permis une telle expérience avec Pickles. Mais celui-ci semblait y prendre goût. En un seul après-midi, il fut désintégré, réintégré une dizaine de fois,
Et sitôt qu'il ressortait de la cabine réceptrice, il se précipitait en jappant vers le poste émetteur pour recommencer l'expérience. Il ne m'était jamais venu à l'idée que Bob pourrait tenter une première expérience humaine sur sa propre personne. Et ce ne fut qu'après la catastrophe que j'appris qu'il avait installé un deuxième tableau de commande à l'intérieur de la cabine émettrice. Le matin où Bob tenta sa terrible expérience, il ne vint pas déjeuner. J'avais trouvé un mot griffonné sur la porte de son laboratoire. Surtout que l'on ne me dérange pas, je travaille. Cela lui arrivait parfois et je n'avais pas fait attention à l'écriture énorme du mot épinglé sur la porte. Ce fut un peu plus tard, au moment du déjeuner, que Harry vint en courant me dire qu'il avait trouvé une mouche à tête blanche et, sans même vouloir la voir, je lui ordonnai de la lâcher immédiatement. À l'heure du thé, Bob n'était toujours pas sorti de son laboratoire et le mot était toujours là. À l'heure du dîner, rien n'était changé et, vaguement inquiète, je frappais à la porte. Bob, réponds-moi. C'est toi, Anne? Oui, que se passe-t-il, mon chéri? Tu es malade? Il m'est arrivé un accident grave. Mon Dieu, ouvre-moi, je t'en prie. Bob! Ne t'affole pas, Anne. Ma vie n'est pas en danger pour le moment. Mais c'est quand même une question de vie ou de mort. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Je ne reconnais plus ta voix. Je ne peux presque plus parler. Ne me fais pas faire d'efforts. Écoute-moi bien. Oui. Il va falloir que tu fasses exactement ce que je te demande. Oui. Mais ouvre-moi. Je vais t'ouvrir. Tu passeras aussitôt dans l'autre pièce où se trouve la cabine réceptrice et tu regarderas bien partout. Il faut absolument que tu trouves une mouche qui doit y être, mais que j'ai cherché en vain. Je suis handicapé. Je vois mal les petites choses. Ouvre, je t'en supplie. Avant, il faut que tu me jures de faire tout ce que je te demanderai. Et surtout, ne cherche pas à me voir. Mais... Il m'est impossible de discuter. Tu iras directement dans la pièce à côté. Promets-le-moi. Je te le promets. Ma vie va dépendre de l'aide que tu pourras m'apporter. Tu peux compter sur moi. Je restais cloué de stupeur. Bob avait recouvert sa tête avec le tapis de velours doré qui se trouvait habituellement sur la table où il mangeait quand il ne voulait pas quitter son travail. Terrifié, j'allai dans l'autre pièce. Tout y était sans dessus-dessous. Des dossiers et des fioles brisées étaient éparpillés sur le sol entre des tabourets et des chaises renversées. Une odeur âcre se dégageait d'un grand bac d'émail où des papiers finissaient de se consumer. Sans même y avoir pensé, je savais que je ne trouverais pas la mouche. Mon instinct me disait également que la mouche que mon mari voulait ne pouvait être que celle que Harry avait attrapée et qu'il avait relâchée sur mon ordre.
mouche. Ne peux-tu me donner d'autres indications? Mais si tu ne peux pas parler, frappe sur ton bureau. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Puis-je venir dans la pièce où tu es? Je ne comprends pas ce qui a pu arriver, mais quoi que ce soit, je serai courageuse. Bob, nous chercherons demain, au jour. Ne peux-tu aller te coucher? Si tu veux, je te conduirai à la chambre d'amis et je m'arrangerai pour que personne ne nous voie. Bob, Harry a trouvé ce matin une mouche que je lui ai fait lâcher. Serait-ce celle que tu cherches? Harry m'a dit qu'elle avait la tête blanche. C'est à ce moment que je me mordis la main au sang pour ne pas crier. Bob avait laissé tomber son bras droit le long de son corps et à la place de sa main et de son poignet, il y avait comme un bâton gris avec des petits crochets qui dépassaient de sa manche. Chérie, explique-moi ce qui est arrivé. Je pourrais peut-être mieux t'aider si je sais de quoi il s'agit. Oh, Bob, c'est affreux. Tu n'as besoin de rien pour la nuit, mon chéri. Je m'effondrai dans le couloir. Je l'entendis aller et venir, puis taper sur sa machine à écrire. Reviens demain, Anne. Je t'aurai tapé une explication. Prends un somnifère et dors. J'aurai besoin de toutes tes forces, ma chérie. Ce fut le soleil sur les yeux qui me réveilla. J'avais mis le réveil pour 5 heures, mais à cause du somnifère, je n'avais pas entendu la sonnerie. Il était 7 heures et je me levais affolée. J'avais dormi comme au fond d'un trou noir, d'une masse, sans un rêve. Je me précipitai à la cuisine où, devant les domestiques effarés, je préparai rapidement un plateau de thé et de toast que je portais en courant au laboratoire. Bob m'ouvrit au bout de quelques secondes et referma la porte derrière moi. Tremblante, je vis qu'il avait toujours le tapis sur la tête. Au lit de camp ouvert, à son costume tout fripé, je compris qu'il avait tenté de prendre un peu de repos. Une feuille tapée à la machine m'attendait sur le bureau où je déposais le plateau. Tu te souviens du cendrier, Anne? Il m'est arrivé un accident un peu semblable, mais hélas beaucoup plus grave. Je me suis moi-même désintégré et réintégré une première fois, avec succès, mais au cours d'une deuxième expérience, je ne me suis pas aperçu qu'une mouche était entrée dans la cabine de transmission. Mon seul espoir est de retrouver cette mouche pour pouvoir repasser avec elle. Cherche bien partout, car si tu ne la trouves pas, il faudra bien que moi, je trouve un moyen de disparaître sans laisser de traces. Bob, ne désespère pas. Je vais trouver cette mouche. Elle n'est plus dans le laboratoire, mais elle ne doit pas être loin. Je devine que tu es défiguré, mais il ne peut pas être question de ta disparition, voyons. Bob, tu es défiguré, n'est-ce pas? Terriblement, sans doute. Bob, laisse-moi voir ton visage.
Je t'en supplie. Je n'aurai pas peur. Je suis ta femme, Bob. Je t'aime. Je t'en prie. Bob. Bon. Je vais continuer les recherches pour retrouver cette mouche. Mais jure-moi de ne pas faire de bêtises. Jure-moi de ne rien faire sans me prévenir, sans me consulter. Merci. Merci. Je n'oublierai jamais cette affreuse journée de chasse aux mouches. J'ai mis la maison sans dessus-dessous, obligeant les domestiques à participer à mes recherches. J'eus beau leur expliquer que c'était une mouche échappée du laboratoire de mon mari, une mouche sur laquelle il avait fait une expérience et qu'il fallait à tout prix reprendre vivante, je suis certaine qu'ils me crurent folle dès ce moment. Ce fut d'ailleurs ce qui, plus tard, me sauva de la honte de la pendaison. J'interrogeai Harry. Comme il ne comprit pas immédiatement, je le secouai et il se mit à pleurer. Je dus alors m'armer de patience. Oui, il se souvenait, il avait bien trouvé la mouche sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, mais il l'avait bien lâchée comme je lui en avais donné l'ordre. Même en plein été, nous avons très peu de mouches, car notre maison se trouve en haut d'une colline bien aérée. J'attrapais néanmoins des centaines de mouches ce jour-là. Partout, sur les rebords des fenêtres et dans le jardin, j'avais fait mettre des soucoupes de lait pour les attirer. Pas une ne répondait à la description donnée par Harry. J'avais beau les examiner avec une loupe, toutes se ressemblaient. Si la mouche n'est pas trouvée ce soir, Bob, nous étudierons ce qu'il faut faire. Voici ce que j'ai pensé. Je vais rester près de toi. Comme tu voudras. Mais je t'en prie, dis-moi exactement ce qui s'est passé. Écris-le à la machine. Anne, je préfère que tu te souviennes de moi comme j'étais avant. Il va falloir que je me détruise. J'ai longuement réfléchi, je ne vois qu'un moyen certain, et toi seul peux m'aider. J'ai bien pensé à la désintégration simple par mon appareil, mais cela ne se peut pas, car je risquerais d'être un jour réintégré par un autre savant, et cela, il ne le faut pas, à aucun prix. Non, non, non. Tu n'as pas le droit de te détruire. Je t'en supplie. Pense à moi, à notre fils. Tu n'as pas le droit. Nous avons besoin de toi. Bob, tu m'écoutes? Tu m'as parlé du cendrier de ta première expérience. Crois-tu que si tu l'avais repassé dans ton appareil, que si tu l'avais de nouveau désintégré, réintégré, les lettres auraient pu reprendre leur place? Je comprends où tu veux en venir, Anne. J'ai pensé à cela, et c'est pourquoi il me faut la mouche. Il faut qu'elle soit retransmise avec moi, sinon c'est sans espoir. Et c'est à tout hasard, on ne sait jamais. J'ai déjà essayé. Bob, essaie encore. J'admire ta délicieuse logique féminine. Nous pourrions faire ça pendant 107 ans. Mais pour te faire ce plaisir, sans doute le dernier, je vais repasser. Si tu ne trouves pas de lunettes noires, tourne le dos à la cabine réceptrice et couvre tes yeux avec tes mains. Préviens-moi dès que tu seras prête. Vas-y, Bob. Je suis prête.
Jamais je n'oublierai cette vision. Je hurlais de peur, et plus je hurlais, plus j'avais peur. J'enfonçais mes doigts dans ma bouche comme un bâillon pour étouffer mes cris. Et après les avoir mordus au sang, je hurlais de plus belle. Je savais que si je n'arrivais pas à détacher mon regard de lui, à fermer les yeux, je ne pourrais plus jamais cesser de hurler. Moi qui croyais en un monde meilleur, en une autre vie, moi qui n'avais jamais eu peur de la mort, il ne me reste plus qu'un espoir, celui du néant, car même dans une autre vie, jamais je ne pourrai oublier. Jamais je ne pourrai effacer l'image de cette tête de cauchemar, cette tête blanche et velue, au crâne plat, aux oreilles de chat, mais dont les yeux auraient été recouverts par 2 plaques brunes, grandes comme des assiettes et remontant jusqu'aux oreilles pointues. Rose et palpitant, le museau était aussi celui d'un chat. Mais à la place de la bouche était une fente verticale garnie de longs poils roux, et d'où pendait une sorte de trompe noire et velue qui s'évasait en forme de trompette. J'ai dû m'évanouir, car je me retrouvais allongé sur les dalles froides du laboratoire, les yeux fixés sur la porte derrière laquelle je distinguais de nouveau le bruit de la machine à écrire de Bob. Puis une feuille fut glissée sous la porte. Maintenant, tu comprends. Cette dernière expérience a été un désastre, ma pauvre Anne. Tu as sans doute reconnu une partie de la tête d'Andelo. Au moment de ma dernière transmission, ma tête était celle de la mouche. Il ne me reste plus maintenant que ses yeux et sa bouche. Le reste a été remplacé par une réintégration partielle de la tête du chat qui avait disparu. Tu comprends maintenant, Anne, qu'il n'y a qu'une solution possible, n'est-ce pas? Je dois disparaître. Vous pouvez maintenant deviner le reste. Par le truchement de pages dactylographiées, il m'expliqua son plan. Arrivé dans l'usine devant le marteau, il s'est enveloppé la tête d'une grande écharpe et sans se retourner, sans un geste d'adieu, il s'est allongé sur le sol en posant sa tête à l'endroit précis où devait tomber la grosse masse métallique du marteau. J'ai appuyé sur le bouton rouge. Le marteau a commencé à descendre, moins vite que je ne l'aurais cru. Il y eut un craquement sec. Le corps du monstre fut agité d'un long frisson, puis ne bougea plus. Voilà. Vous savez tout. Faites ce que bon vous semble. J'ai appris la mort de Lady Browning tout à l'heure, et comme je m'étais occupé de la mort de votre frère, on m'a confié cette nouvelle enquête. Et qu'avez-vous conclu, inspecteur? Le médecin est catégorique. Lady Browning s'est suicidée avec une capsule de cyanure. Elle devait l'avoir sur elle depuis longtemps, à moins qu'on ne la lui ait procurée. Qu'en pensez-vous, Monsieur Browning? Mais je n'en pense rien, mon cher Twinker. M'avez-vous rapporté la confession de ma belle-sœur? Bien sûr, bien sûr. Voici. Étrange document qui prouve définitivement que Lady Browning était bien folle, n'est-ce pas? Sans doute, oui.
Il m'est arrivé une drôle de chose ce matin, inspecteur. Je suis allé au cimetière sur la tombe de mon frère. Il n'y avait personne. Si j'y étais, Monsieur Browning, et je n'ai pas voulu vous déranger dans vos travaux. Vous m'avez vu? Oui. Je vous ai vu enterrer une boîte d'allumettes. Savez-vous ce qu'elle contenait? Une mouche, je suppose? Oui. Je l'ai trouvée de bonne heure ce matin. Elle était prise dans une toile d'araignée, dans le jardin. Elle était morte? Pas tout à fait. Je l'ai achevée. Je l'ai écrasée entre deux pierres. Elle avait la tête blanche, toute blanche. Patrice Galbaud vous a présenté ce soir La Mouche, un texte de Georges Langelane, avec Jacques François, Dominique Lacarrière, Patrick Liégibel, Pierre Michael. Bruitage Dominique Aubert, chef opérateur du son Michel Gallou, collaboration technique Marianne Brouillard, assistant à la réalisation Daniel Finot, réalisation de Jacques Taroni. Vous écoutez